Nous voilà donc abordé le deuxième chapitre. Dans la première partie, vous avez toute une série de pensées du narrateur qui décrit la nouvelle situation. Donc à partir de ce moment-là, c'est-à-dire de la fermeture de porte, il est possible de dire que la peste fut notre affaire à tous. Jusque-là, malgré la surprise et l'inquiétude que leur avaient apporté ces événements singuliers, chacun de nos citoyens avait poursuivi ses occupations comme il l'avait pu, à sa place ordinaire. Et sans doute, cela devait continuer. Mais, une fois les portes fermées, il s'aperçut qu'ils étaient tous, et les narrateurs lui-même, pris dans le même sac, et qu'il fallait s'en arranger. C'est ainsi, par exemple, qu'un sentiment aussi individuel que celui de la séparation d'avec un être humain aimé devint soudain, dès les premières semaines, celui de tout un peuple, et avec la peur, la souffrance principale de ce long temps d'exil. Et c'est de l'exil et de la séparation que nous allons, que l'écrivain va parler dans cette première partie du second chapitre. Et cette séparation brutale, sans bavure, sans avenir prévisible, nous laissait décontenancés, incapables de réagir contre le souvenir de cette présence, encore si proche et déjà si lointaine, qui occupait maintenant nos journées. La présence de la personne aimée, évidemment, la présence-absence de la personne aimée. Nous savions alors que notre séparation était destinée à durer et que nous devions essayer de nous arranger avec les temps. Et donc, pendant toute cette première partie, on parle toujours de la solitude et de la difficulté de ces longues journées de rumination et de souffrance passées en attendant que le temps passe. La deuxième partie, nous voyons Joseph Grand, qui parle de Jeanne, son ex-femme. Et puis, voilà la rencontre entre Rieux et Rambert. La première rencontre, au fond, c'est-à-dire que Rieux avait déjà rencontré Rambert au moment où Rambert faisait son enquête. Il le retrouve un jour devant la fermeture, devant l'hôpital. Et il le reconnaît presque tout de suite. Et Rambert lui propose, sans beaucoup très directement, lui demande de lui donner un certificat où on documente sa bonne santé, parce que lui, il veut absolument quitter la ville, et puisqu'il dit qu'il avait laissé sa femme à Paris, et personne n'avait pu l'aider. Donc, lui, il devait partir pour rejoindre cette femme. Mais enfin, avait dit Rambert, je suis étranger à cette ville. Sans doute, mais après tout, espérons que l'épidémie ne durera pas. Pour finir, Rieux avait essayé de consoler Rambert en lui faisant remarquer aussi qu'il pouvait trouver à Oran la matière d'un reportage intéressant. Et ça, c'est typique de la philosophie de Rieux, le fait de trouver toujours les biens dans le mal. Et c'est stupide, docteur, vous comprenez? Je n'ai pas été mis au monde pour faire des reportages. Mais peut-être ai-je été mis au monde pour vivre avec ma femme. Cela n'est pas dans l'ordre. Et nous qui connaissons l'histoire de Rieux, on sait
comment il doit être frappé par ces mots. Et c'est que, dit Rambert, elle et moi, nous nous sommes rencontrés depuis peu et nous nous entendons bien. Évidemment, Rieu ne peut que affirmer son impuissance vis-à-vis par rapport à la question qui lui est posée, à la demande qui lui est posée. Et en lui disant aussi, parce qu'il y a dans cette ville des milliers d'hommes dans votre cas, et qu'on ne peut cependant pas les laisser sortir. Mais s'ils n'ont pas la peste eux-mêmes, ce n'est pas une raison suffisante, répondra Rieu. Cette histoire est stupide, je sais bien, mais elle nous concerne tous. Il faut la prendre comme elle est. Mais je ne suis pas d'ici. À partir de ce moment, hélas, vous serez d'ici comme tout le monde. Ah, docteur, dira finalement Rambert. Ah, moi, vous parlez le langage de la raison. Vous êtes dans l'abstraction. Et finalement, il s'en va. Et alors, la réponse de le docteur reste seul, et le journaliste avait raison de son impatience de bonheur. Mais avait-il raison quand il l'accusait? Vous vivez dans l'abstraction? Est-ce vraiment l'abstraction que ces journées passées dans un hôpital où la peste mettait les bouchées doubles, portant à 500 le nombre moyen des victimes par semaine? Oui, il y avait dans le malheur une part d'abstraction et de réalité. Mais quand l'abstraction se met à vous tuer, il faut bien s'occuper de l'abstraction. Et Rieu savait seulement que ce n'était pas les plus faciles. Hein? Ce n'était pas facile, par exemple, de diriger cet hôpital auxiliaire, il y en avait maintenant 3, dont il était chargé. Et lui, il était vigoureux et résistant. En fait, il n'était pas encore fatigué. Mais ses visites, par exemple, lui devenaient insupportables. Diagnostiquer la fièvre épidémique revenait à faire enlever rapidement le malade. Alors commençait l'abstraction et la difficulté, en effet, car la famille du malade savait qu'elle ne verrait plus ce dernier que guéri ou mort. Pitié, docteur, disait Madame Lauré, la mère de la femme de chambre qui travaillait à l'hôtel de Tarot. Que signifiait cela? Bien entendu, il avait pitié. Mais cela ne faisait avancer personne. Il fallait téléphoner. Bientôt, les timbres de l'ambulance résonnaient. Les voisins, au début, ouvraient leurs fenêtres et regardaient. Plus tard, ils les fermaient avec précipitation. Alors commençaient les luttes, les larmes, la persuasion, l'abstraction, en somme. Dans ces appartements, surchauffés par la fièvre et l'angoisse, des scènes de folie se déroulaient. Mais le malade était amené, et Rieu pouvait partir. Et la première fois, il s'était borné à téléphoner, à courir vers d'autres malades sans attendre l'ambulance. Mais les parents avaient alors fermé leurs portes, préférant le tête-à-tête avec la peste à une séparation dont ils connaissaient maintenant l'issue. Cris, injonctions, intervention de la police et plus tard de la force armée, le malade était pris d'assaut. Pendant les premières semaines, Rieu avait été obligé de rester jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Et on parle ensuite, au bout de ces semaines harassantes, après tout ce crépuscule où la ville se déversait dans les rues pour y tourner en rond, Rieu comprenait qu'il n'avait plus à se défendre contre la pitié. On se fatigue de la pitié quand la pitié est inutile. Et lorsque sa mère, le recevant à 2 heures du matin, s'affligeait
du regard vide qu'il posait sur elle. Elle déplorait précisément le seul adoucissement que Rieu put alors recevoir. Pour lutter contre l'abstraction, il faut un peu lui ressembler. Mais comment cela pouvait-il être sensible à Rambert? L'abstraction pour Rambert était tout ce qui s'opposait à son bonheur. Et à la vérité, Rieu savait que le journaliste avait raison dans un certain sens. Mais il savait aussi qu'il arrive que l'abstraction se montre plus forte que le bonheur et qu'il faut alors, et alors seulement, en tenir compte. Troisième partie du deuxième chapitre. Mais là où les uns voyaient l'abstraction, l'autre voyait la vérité. Et c'est le tour du père Panelou, qui tient son premier prêche dans une église comblée de gens et en silence, tandis que dehors, une pluie inouïe souligne les silences de l'église. Et voilà qu'il attaque son public d'une phrase véhémente et martelée. « Mes frères, vous êtes dans le malheur. Mes frères, vous l'avez mérité. » Et à cela suit toute une série d'accusations. Oui, l'heure est venue de réfléchir. Vous avez cru qu'il vous suffirait de visiter Dieu les dimanches pour être libre de vos journées. Mais vous avez pensé que quelques genuflexions le payeraient bien assez de votre insouciance criminelle. Mais Dieu n'est pas tiède. Ses rapports espacés ne suffisaient pas à sa dévorante tendresse. Il voulait vous voir plus longtemps. C'est sa manière de vous aimer. Et à vrai dire, c'est la seule manière d'aimer. C'est ici, mes frères, que se manifeste enfin la miséricorde divine, qui a mis en toutes choses le bien et le mal, la colère et la pitié, la peste et les saluts. Ce fléau même qui vous meurtrit, il vous élève et vous montre la voie.